Cette politique de tarification a été mise en œuvre par les libéraux en 2018. Celle-ci avait pour objectif de permettre aux établissements universitaires de charger ce qu'ils veulent aux étudiants internationaux. Cette déréglementation des droits de scolarité des étudiants internationaux est venue donner un avantage financier considérable aux établissements anglophones. Pour vous donner une idée, pour vous donner quelques chiffres, entre 2019 et 2022, les universités anglophones ont recueilli à elles seules autour de 282 millions de revenus supplémentaires générés par des droits de scolarité des étudiants internationaux, sur un total de 407 millions pour l'ensemble des établissements universitaires québécois. En comparaison, les 10 établissements francophones du réseau de l'Université du Québec se sont partagés seulement 46,9 millions de cette enveloppe sur la même période. Pourtant, le financement public des universités n'a pas été ajusté pour tenir compte de ces revenus additionnels. Comme ministre de l'Enseignement supérieur, je me dois de rétablir et de réduire cet écart au sein de tout le réseau universitaire. Ma responsabilité, c'est de m'assurer que le réseau francophone autant qu'anglophone puisse croître et rayonner toujours davantage, autant au Québec qu'à l'international. Mais je dois aussi m'assurer que les politiques du ministère de l'Enseignement supérieur ne contribuent pas au déclin de la langue française à Montréal, mais soient au contraire un vecteur clé de son rayonnement. C'est pourquoi aujourd'hui j'annonce notre intention de mettre en place dès la rentrée de l'automne 2024 un nouveau modèle de tarification pour tous les étudiants non québécois. À partir de l'automne 2024, pour tous les étudiants hors Québec, de premier cycle et de deuxième cycle professionnel, autant canadiens qu'internationaux, un tarif plancher sera établi. Pour les étudiants canadiens, ils devront payer un tarif plus élevé, équivalent à ce que coûte leur formation au gouvernement du Québec. Ainsi, le tarif passera de 8 992 $ à environ, selon des estimations préliminaires, 17 000 $. Pour les étudiants internationaux, le tarif minimum sera plus élevé que les étudiants canadiens et représentera approximativement, encore une fois, selon des estimations préliminaires, 20 000 $. De plus, sur chacun de ces étudiants non québécois, on vient récupérer un montant forfaitaire. Par ailleurs, il est important de souligner que tous les établissements universitaires vont conserver le droit de charger un montant discrétionnaire à leurs étudiants hors Québec, comme c'est le cas actuellement. Important de mentionner aussi les étudiants visés par des ententes internationales, notamment les Français et les Belges, ne seront pas touchés par cette nouvelle grille. Les étudiants de deuxième cycle pour le volet recherche et le troisième cycle ne seront pas visés par cette mesure non plus. Cette nouvelle grille tarifaire permettra d'atteindre principalement deux objectifs. Le premier, le gouvernement du Québec, en l'occurrence les contribuables, ne financeront plus les étudiants canadiens qui viennent étudier dans nos établissements, mais qui retournent dans leur province après leurs études. Deuxième objectif, c'est un nouveau modèle de financement qui va permettre d'atteindre un meilleur équilibre au sein du réseau par rapport aux revenus générés à partir des étudiants internationaux. En récupérant ce montant forfaitaire sur des droits chargés à chaque étudiant international, le ministère de l'Enseignement supérieur va se donner effectivement les moyens de financer des mesures qui nous permettront de mieux soutenir le réseau francophone dans l'attraction d'étudiants internationaux, particulièrement dans les domaines stratégiques pour l'économie québécoise et nos services publics. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec envoie un signal clair. Non seulement on met fin à une politique qui subventionnait à perte des étudiants qui ne restent pas ici, mais on vient freiner le déclin du français à Montréal. Dans le réseau, d'ailleurs, le réseau de l'enseignement supérieur joue un rôle clé pour renverser cette tendance-là. Depuis les 5 dernières années, un nombre toujours croissant d'étudiants internationaux francophones a été attiré par le foisonnement de la recherche et par la qualité de l'enseignement de nos universités francophones. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à avoir le courage de donner ce grand coup. Nous allons nous assurer que le réseau francophone partout au Québec soit une destination prisée par les meilleurs cerveaux et ce, dans toutes les disciplines. Avant de conclure, j'aimerais prendre un moment pour remercier toutes les équipes du ministère qui ont travaillé sans relâche au cours des derniers mois pour revoir, évidemment, ce modèle de tarification, le modèle des droits de scolarité actuel. Merci.
Merci beaucoup, beaucoup, Pascal. Je suis très content d'être avec toi ce matin, aujourd'hui. Merci pour la clarté aussi de ta présentation. C'est limpide. Donc, c'est important aujourd'hui ce qu'on fait. C'est une annonce qui est significative. Au gouvernement, on travaille en équipe, puis on travaille dans la continuité pour avoir une cohérence gouvernementale. D'ailleurs, je le rappelle, il y a moins de 2 ans, nous adoptions la loi 96, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, loi qui a été pilotée par mon collègue Simon Jolin-Barrette, et ça demeure le socle sur lequel on peut bâtir pour poser d'autres gestes. Pourquoi on pose d'autres gestes? Parce que depuis, nous avons reçu d'autres données, d'autres informations. Il y a eu les résultats du recensement présenté par Statistique Canada. Il y a eu aussi des informations qui nous sont venues de l'Office québécois de la langue française, du commissaire québécois à la langue française. C'est pour ça qu'on doit aller maintenant encore plus loin. Le premier ministre a donné un mandat très clair au groupe d'action pour l'avenir de la langue française que je préside. Nous devons prendre tous les moyens nécessaires pour ralentir, arrêter et inverser le déclin de la langue française. Les 6 ministres, dont ma collègue Pascal Derry, qui forment ce groupe d'action, travaillent très, très fort depuis maintenant 9 mois pour concevoir des actions gouvernementales qui seront fortes et qui doivent faire la différence. Bientôt, nous rendrons ensemble, public, l'ambitieux plan d'action que nous préparons, mais je suis content d'en présenter un élément très important aujourd'hui avec ma collègue, le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est important de le rappeler, la langue française, ce n'est pas un frein à l'attraction de talents internationaux. D'ailleurs, on attire quand même un très grand nombre d'étudiants de partout et des gens qui veulent étudier ici en français. On retrouve beaucoup d'étudiants internationaux dans nos universités qui sont situés en région. Et ça, mais ça me réjouit grandement. Ça contribue aussi à notre politique de régionalisation de l'immigration parce que plusieurs de ces étudiants-là deviendront aussi des Québécois ensuite. Cependant, il faut vraiment le reconnaître, il ne faut pas se mettre des lunettes roses. À Montréal, les étudiants canadiens et internationaux sont de plus en plus nombreux, puis ils fréquentent majoritairement nos universités anglophones, des programmes anglophones. Actuellement, ces universités reçoivent des fonds pour accueillir chaque année des milliers d'étudiants canadiens hors Québec qui n'ont pas nécessairement une connaissance du français. Puis au gouvernement, on pense qu'il faut changer la donne, puis on a le courage de le faire. Je pense que ma collègue l'a très bien démontré dans les minutes qui viennent de passer. La proportion importante d'étudiants non francophones a d'ailleurs été identifiée par le tout nouveau commissaire à la langue française comme étant une des causes du déclin de la langue française au Québec. Mais ce n'est pas étonnant. Lorsque des dizaines de milliers de personnes arrivent sur l'île de Montréal sans maîtriser le français, c'est évident que ça peut avoir un effet anglicisant sur la métropole. Il fallait donc corriger le déséquilibre. Les mesures annoncées permettront de récupérer de l'argent, des fonds, qui seront utilisés pour préserver, pour promouvoir, pour valoriser la langue française dans le réseau universitaire, puis pour attirer encore davantage d'étudiants francophones. Le groupe d'action pour l'avenir de la langue française a très bien travaillé et au cours des prochaines semaines, je suis fier de vous dire que d'autres mesures importantes seront annoncées parce qu'au Québec, l'avenir, ça s'écrit puis ça se vit en français. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va procéder à la période des questions. Donc, nous commencerons par les questions en français. Je vous inviterai à vous nommer ainsi que le média que vous représentez. Et puis, par la suite, on procédera aux questions en anglais. Donc, il y a 2 micros à l'avant. Bonjour, Mme Derry, c'est Kevin Crane de TVA. Avec l'appel du Hamas aujourd'hui, est-ce que ça vous inquiète, la sécurité au cégep et dans les universités aujourd'hui? Écoutez, j'ai dit que je n'allais pas faire de commentaires. J'ai fait une déclaration il y a quelques minutes à peine, justement, pour cette raison-là. Donc, je ne commenterai pas, mais on s'assure évidemment qu'il n'y ait pas de débordement. Comme je l'ai dit, mon collègue François Bonnardel suit la situation de très près. On prend ça très, très au sérieux. Les manifestations ne sont pas interdites, mais évidemment, on ne veut pas de débordement puis on ne veut pas d'incitation à la haine. Je vais me limiter à ces commentaires-là. Merci, Kevin.
Bonjour, Raphaël Drouin de Radio-Canada. Vous dites que c'est pour tous les Canadiens hors Québec. Qu'en est-il des Franco-Canadiens? Est-ce qu'ils vont avoir une exemption ou est-ce qu'ils vont devoir payer cette même hausse que, par exemple, des Canadiens anglophones qui viennent ici au Québec? Alors, c'est une très, très bonne question. Effectivement, ça concerne les étudiants canadiens hors Québec. On parle ici des étudiants canadiens anglophones qui viennent ici étudier et qui quittent après leur formation et qui bénéficient justement de tarifs privilégiés. Concernant les étudiants franco-canadiens, évidemment, ils seront toujours très, très bien accueillis dans nos établissements francophones. On va agir dans ce sens-là. Éventuellement, on va leur accorder les exemptions nécessaires. Mais je vous dirais que déjà, dans la loi 14, il y a déjà des modalités à cet effet. Donc, des programmes actuellement qui ne sont pas offerts ailleurs au pays, qui sont offerts uniquement au Québec. On accueille déjà ces Franco-Canadiens dans nos établissements. C'est le cas déjà dans certains programmes. Mais évidemment, c'est ce qu'on considère actuellement. On va agir en ce sens. On donnera probablement davantage d'exemptions pour les accueillir dans nos établissements francophones. Peut-être une question aussi pour mes collègues en Estrie. Qu'est-ce que vous répondez à l'Université Bishop qui dit que ça va être catastrophique, une annonce comme ça, pour eux qui reçoivent environ 30 % d'étudiants qui viennent de l'extérieur du Québec, mais au Canada? On est très, très sensible à la situation de Bishop. Évidemment, mettre fin à une politique publique qui est là depuis longtemps et qui coûte évidemment plus de 100 millions de dollars aux contribuables. Je dois faire la politique publique pour tout le monde. C'est-à-dire, je ne peux pas mettre fin à une politique uniquement pour un établissement plutôt qu'un autre. Donc, on va arrêter de financer à la hauteur de ce que ça coûte au gouvernement du Québec les étudiants canadiens qui, évidemment, étudient ici et qui quittent après. Cependant, je suis très sensible à la situation de Bishop. L'Université Bishop est en région, a des particularités bien spécifiques, c'est-à-dire c'est une université en région, c'est une université beaucoup plus petite aussi, et ils reçoivent en effet beaucoup d'étudiants canadiens. J'ai parlé au recteur, à M. Lebel, à quelques reprises déjà, à 2 reprises pour être plus spécifique au cours des derniers jours. On va s'asseoir, on va regarder, voir quelles sont les possibilités, mais c'est clair qu'on est très sensible et très, très, très sensible aux enjeux de l'Université de Bishop dans cette région-là. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y aurait une autre question en français? Oui. Diana Gonzalez de Radio-Canada aussi. Pouvez-vous nous donner un exemple de comment ces étudiants internationaux ou même canadiens anglophones contribuent au déclin de la langue française? Écoutez, moi, je vais vous dire qu'on veut mettre fin, justement, à une politique qui coûte cher aux contribuables. C'est ce qu'on veut faire. Alors, d'abord, la première mesure, c'est de mettre fin au financement des étudiants canadiens, donc ceux qui viennent ici, qui étudient chez nous à des tarifs très, très privilégiés. Il faut le répéter, ce sont des droits de scolarité qui sont à 9 000 $ et c'est des droits de scolarité qui sont pareils, que ce soit un programme d'arts et sciences ou que ce soit un programme de médecine ou de génie ou de technologie de l'information. Ce sont des programmes où vraiment le tarif ne varie pas, alors qu'ailleurs, dans les autres provinces, le tarif est modulé, les droits de scolarité sont modulés par rapport à chacune des provinces. Alors pour nous, c'est important de mettre fin à cette politique-là, vu le contexte actuel, non seulement de pénurie de main-d'œuvre, mais aussi du fait français, mais c'est surtout aussi du fait qu'on est dans un contexte où il y a pénurie de main-d'œuvre. Je veux être capable de retenir des étudiants qui viennent ici, qui étudient ici et qui restent ici pour travailler, alors que ce n'est pas le cas pour la grande majorité des étudiants canadiens qui viennent, qui passent 3-4 ans et qui quittent. La déréglementation, comme je l'ai dit au cours des dernières années, la déréglementation a désavantagé de manière indue les établissements francophones. On n'a qu'à regarder les chiffres, il n'y a personne qui contredira ces chiffres-là. La déréglementation a désavantagé de manière importante en termes financiers les établissements francophones et c'est cet équilibre financier que j'essaie de rétablir. Vous comprendrez que le système au Québec, c'est un système public, c'est un système que le gouvernement finance de manière importante. Et donc, je me dois, comme ministre de l'Enseignement supérieur, de corriger ce déséquilibre financier puis soutenir davantage le réseau francophone ici à Montréal et ailleurs au Québec. Si je peux me permettre de compléter, puisque votre question portait aussi sur la langue française, oui. Je veux juste préciser quelque chose aussi. D'aucune manière, les politiques annoncées aujourd'hui viennent désavantager la communauté historique anglophone québécoise. Je veux dire, les gens qui habitent ici, sur le territoire québécois, depuis des années, qui appartiennent à la communauté anglophone, qui fréquentent un collège anglophone, puis qui peuvent ensuite fréquenter une université anglophone, verront d'aucune manière leurs frais de scolarité modifiés. Je veux quand même le préciser, là, pour être certain que tout soit bien compris. Mais reste que, pour les Québécois, il faut quand même se poser la question,
est-ce qu'on souhaite avoir 10 000, 20 000, 30 000 personnes qui viennent de l'extérieur, que ce soit des étudiants étrangers ou des étudiants canadiens hors Québec, qui ne parlent pas français, qui viennent s'installer au centre-ville de Montréal? C'est une question, je pense, qu'on doit se poser. Il y a la question des finances, évidemment, mais il y a aussi la question démographique et linguistique. Et je suis convaincu que les gestes posés par ma collègue vont nous aider à terme à rééquilibrer non seulement le réseau universitaire, mais aussi rééquilibrer, je vous dirais, l'équilibre linguistique montréalais qui a été brisé ces dernières années. Merci. Et en suivi, donc je comprends que vous récupérez un montant là, de cette hausse-là, que ce soit pour les étudiants hors Québec et aussi les étudiants internationaux, c'est bien ça, vous récupérez l'argent des deux? Alors voilà, il y a deux prix planchers. Il y a un prix plancher pour les étudiants canadiens, il y a un tarif plancher aussi pour les étudiants internationaux, mais effectivement, le montant forfaitaire qu'on vient récupérer, que le ministère vient récupérer, comme c'était le cas avant la déréglementation, avant la première phase de déréglementation en 2018, c'était le cas. Le ministère venait récupérer un certain montant forfaitaire. Donc, c'est ce qu'on va faire, autant pour les universités francophones qu'anglophones. Le montant forfaitaire est récupéré, puis je veux le mentionner parce qu'il y a eu quand même de l'information qui a été véhiculée qui était un petit peu erronée dans la mesure où c'est pas juste le montant forfaitaire ne sera pas juste prélevé chez les anglophones. Le montant forfaitaire est prélevé à travers le réseau, à travers tous les étudiants non internationaux. Et l'argent généré, la marge financière générée par la fin de la politique des étudiants canadiens et par le montant forfaitaire qu'on va aller générer, va nous permettre de renforcer le réseau francophone et de, justement, rétablir ce déséquilibre financier qui existe actuellement. Puis nous donner un exemple de à quoi va servir cet argent que vous allez récupérer, là. Oui, bien, il y a une série de mesures auxquelles on pense. Et effectivement, c'est pour soutenir davantage le réseau francophone, c'est pour accueillir davantage d'étudiants internationaux francophones, probablement d'aller augmenter le nombre d'exemptions qu'on accorde aux universités actuellement. Il y a plusieurs mesures sur lesquelles on planche. Je ne déclinerai pas chacune des mesures, on y travaille, mais il y a quand même une série de mesures sur lesquelles on planche actuellement pour être capable de renforcer le réseau francophone. Ça passe notamment par des exemptions, ça passe aussi probablement aussi par des ententes internationales qu'on va éventuellement renouveler ou renégocier. Mais c'est le genre de mesures qu'on va mettre de l'avant pour renforcer le réseau francophone. Merci. Bonjour, Ariane Kroll de La Presse. Ce montant forfaitaire que vous allez récupérer sera plus élevé. Quel est le niveau, qu'est-ce que vous avez pensé aller chercher par session ou par année de plus qui sera disponible pour être distribué dans les autres universités? Écoutez, je ne déclinerai pas. Il y a vraiment des estimations préliminaires. Donc, il y a un montant forfaitaire qui va être récupéré sur le tarif plancher. Donc, sur l'approximation du 20 000 pour les droits internationaux, il y a un montant forfaitaire qui sera prélevé. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de ce 20 000, il y a les droits de scolarité de base qui sont inclus. Donc, le 2881 qui est déjà là comme droit de scolarité, il faut le garder en tête. On va aller chercher un montant forfaitaire sur ce prix plancher-là. Mais je vous dirais que la mesure pour la fin de la politique des étudiants canadiens, c'est à peu près plus de 100 millions par année, je vous dirais. Il y a quelques millions qu'on va aller récupérer sur les frais et les revenus générés par les étudiants internationaux. Donc, je ne vous donnerai pas un chiffre précis parce qu'on est encore à des estimations quand même préliminaires, puis je ne veux pas induire personne en erreur, mais on va quand même aller chercher minimalement plus de 110 millions de dollars pour le réinvestir dans le réseau francophone par la suite. Tout ça en montant les frais pour les étudiants anglophones de l'extérieur du Québec puis du Canada à un niveau qui va être quand même plus dissuasif. Est-ce que vos projections sont faites sur les inscriptions actuelles, les niveaux de... Alors, les projections, en fait, la raison pour laquelle on augmente le droit de scolarité qui passe de 8 992 à approximativement 17 000, c'est ce que ça coûte au gouvernement du Québec actuellement en moyenne. Un étudiant CNRQ, donc un étudiant canadien qui vient étudier chez nous, ça coûte en moyenne à peu près ça, 16-17 000 $. Donc, on veut récupérer cet argent-là, on veut arrêter de financer au net les étudiants canadiens hors Québec. Donc, ça, c'est une partie du financement qu'on va récupérer. Et avec le montant forfaitaire sur les étudiants internationaux, on va également récupérer une marge financière à ce niveau-là. Et les deux vont nous permettre d'aller récupérer une marge financière assez substantielle pour soutenir le réseau francophone davantage. OK. Est-ce qu'on peut prendre pour acquis que la différence entre presque 10 000 actuellement et 17 000 ou 20 000, ça, vous le récupérez au complet plus que vous récupériez déjà?
Bon, on va récupérer au complet ce qu'on investit pour les Canadiens. Ça veut dire on récupère vraiment ce que ça nous coûte au gouvernement du Québec. C'est à peu près 110 millions. C'est ce qu'on va récupérer. Pour les étudiants internationaux, c'est un montant forfaitaire qu'on va aller chercher. Mais le montant forfaitaire comme tel, je ne l'établirai pas tout de suite. Il y a quand même encore des approximations, mais ce sont des montants forfaitaires qui vont être récupérés sur les tarifs planchers. Parce que les universités, comme je le mentionnais dans l'allocution tantôt, les universités vont quand même conserver le droit d'aller chercher des revenus additionnels encore, comme ils le font actuellement dans la déréglementation. Ils vont pouvoir aller charger un montant discrétionnaire pour être capable justement d'aller chercher des revenus additionnels. Nathan Trottier-Lefebvre avec l'Université Concordia. Je veux juste m'assurer, vous aviez déjà parlé de ça un peu, mais est-ce que la hausse de frais scolaires seront appliquées aux universités anglophones seulement ou francophones également? Pour les étudiants canadiens, évidemment, la grande majorité des étudiants canadiens sont anglophones. 50% d'entre eux même viennent de l'Ontario. Donc, évidemment, la hausse de scolarité s'applique sur les Canadiens anglophones puisque ce sont eux qui fréquentent l'université. Ce sont eux, évidemment, c'est la politique pour laquelle on finance le plus. C'est celle-là, ce sont ces étudiants-là canadiens qui viennent dans nos universités, qui étudient à des tarifs très, très privilégiés comparativement à d'autres provinces dans le reste du Canada. Et donc, ça s'applique à eux. Le montant forfaitaire qu'on va aller récupérer sur les étudiants internationaux, ça s'adresse aux deux. Ça s'adresse à tous les réseaux universitaires, autant anglophones que francophones. Merci. Donc, on passerait aux questions en anglais. Hello, Andy Riga from the Gazette. I had a question about Quebec students who are studying in other provinces. As you know, many young people from Quebec go to other provinces, Ontario, New Brunswick, and even farther. Have you calculated how much other provinces subsidize Quebec students there? It's very difficult to have an idea of how much they subsidize, but what we know about the experts in the studies we've been sharing between the networks, the fees, the tuition fees elsewhere for a Quebecer that goes elsewhere in any province will always pay a higher tuition fee because the tuition fees in every single province are higher than 3,000, are higher than the 881 that we have here in Quebec. So whatever province, whatever program, whatever university a Quebecer is going to go study in, the Quebecer student will pay a higher tuition fee and will pay obviously higher than what's the programs that we offer here in Quebec. But my understanding is, I guess I should ask my follow-up question. Are you hoping that other provinces follow suit and start charging Quebecers $18,000 a year so that Quebec students don't go to other provinces anymore to study and stick to Quebec? Listen, this is a choice we've made here, a policy that we just want to stop funding because obviously it costs the government of Quebec and the taxpayers of Quebec a very high amount of money for students who come here and who don't stay here. And like I said, in the context of workforce shortage, I think we need to make sure that these students stay here. So a majority, I mean, mostly all of the students that come here and study here for 3-4 years, go back to their province. Obviously, geographically, it's really close to go back to Ontario or to go back to BC. So it's for us, it's important to put an